Donc, on poursuit notre conférence avec notre prochain conférencier, le Dr Jean-Nicolas Boursicot. M. Boursicot est immunologue au Centre hospitalier universitaire de Québec. Il a obtenu son diplôme en médecine et sa spécialité en médecine interne à l'Université Laval. Il a par la suite complété une formation post-doctorale en immunologie clinique et allergie à l'Université McGill à Montréal. À la suite de ses études, le Dr Boursicot a entrepris une formation plus poussée dans le champ de l'immunologie clinique qui l'a amené à se former à l'hôpital Sainte-Justine à Montréal, puis à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Ces champs d'intérêt comprennent les déficits immunitaires chez l'enfant et chez l'adulte, de même que la prise en charge et le traitement des patients atteints d'angioèdème héréditaire. Accueillons le Dr Jean-Nicolas Boursicot. Excusez-moi, on va prendre une petite minute de retard parce que j'aimerais avoir les mêmes privilèges que ma collègue et avoir un petit micro portatif parce que vous savez, les gens qui me connaissent, j'ai de la misère à tenir en place et donc d'être contenu ici dans le cul primaire de sécurité, je trouve ça très difficile, mais je vois qu'on remédie déjà à la situation. Donc, vous avez droit à un stylo. Je garde la carte. C'est comme aller chez le tailleur, dans les mesures. Vraiment, c'est comme chez le tailleur. On peut connaître autour de table. Il y a des questions comme ça qu'on n'a pas le droit de poser à un homme. Hein? Il y a deux questions. Un, son poids. Deuxièmement, son âge. Et étrangement, il semble que ce soit la même chose pour la jante féminine. Le col. Merlin. Alors, une belle main d'applaudissement pour Merlin. Alors, nous avons droit à peu près 6 minutes et quart pour parler du système immunitaire. Écoutez, j'ai la chance d'animer cet atelier qui est quand même une émission un peu périlleuse. Hein? Comme le titre le spécifie, le système immunitaire, ce n'est pas quelque chose de très très simple. C'est quelque chose de complexe. Et nous avons donc quelques minutes pour essayer de simplifier la chose. Considérez le tout un peu comme un cours d'immunologie 101. Donc, on va aborder brièvement les grands concepts de l'immunologie. Le système immunitaire, comme vous le savez, c'est quand même quelque chose de très, très, très complexe. Et je peux en témoigner personnellement. Depuis quelques années, j'ai la chance d'animer et de donner des cours d'immunologie pour les étudiants en première année de médecine. Alors, il arrive parfois que nous avons des diapositives comme celle-ci, qu'on va montrer aux étudiants. Et un peu comme certaines personnes ici, j'observe chez les étudiants en médecine une réaction qui est tout à fait normale en voyant une diapositive comme ça. Ça lève le cœur. On dit, mon Dieu, c'est complexe, c'est aride. Où est le plaisir d'apprendre ici? Alors, quand je vous disais que j'avais une mission quelque peu complexe, vous comprenez qu'est-ce que j'entends par là. Donc, c'est d'aborder le système immunitaire, de partir sur des bonnes bases pour vous permettre de mieux apprécier les conférences qui vont suivre. Donc, tout d'abord, à quoi sert le système immunitaire? Hein, vous savez, tous les êtres vivants ont un système immunitaire. Les oiseaux ont un système immunitaire, les insectes ont un système immunitaire, les vers de terre ont un système immunitaire, même Donald Trump a un système immunitaire. Bon, il sert plus chez certaines personnes que d'autres, mais bon. Vous savez à quoi sert le système immunitaire? Pourquoi tous les êtres vivants ont un système immunitaire? C'est pour nous défendre contre les microbes, les bactéries, les virus, les champignons et les parasites. Mais ce qu'on sait peut-être un petit peu moins, et ce qui est très intéressant, c'est que le système immunitaire, non seulement il nous défend contre des infections, mais également il peut nous protéger contre certains cancers. Donc, le système immunitaire est capable de reconnaître des cellules anormales qui vont être éliminées par le système immunitaire. Ça ne marche pas tout le temps, malheureusement, mais dans bon nombre de cas, le système immunitaire arrive à s'apercevoir qu'une cellule est anormale et va la détruire avant qu'elle se transforme en tumeur, puis en cancer généralisé.
Maintenant, de quoi est-ce que c'est fait le système immunitaire? Hein? C'est fait de cellules et d'organes dont nous allons discuter dans la prochaine diapositive. Je suis tout à fait d'accord avec vous. La pose du jeune homme ici est peut-être quelque peu douteuse, mais laissons cette image de côté juste pour aborder le côté scientifique et sérieux de la chose. Donc, le système immunitaire, oui, on peut parler tout de suite des ganglions, de la moelle des os, mais vous savez où part le système immunitaire? Bien, la peau. Hein, vous savez, la peau, c'est probablement une des meilleures barrières qu'on a contre les virus, les champignons de notre environnement. Et aussi, toutes les muqueuses et même les sécrétions qu'on fait, c'est une façon de se protéger contre les bactéries. Hein, quand nos grands-mères nous disaient, là, « Ah ouais, tous, fais sortir le méchant! » Ben non, ils avaient raison. Ça fait partie du système immunitaire. Donc, où naît le système immunitaire dans notre corps? Ça naît ici dans, la moelle des os. Je vais avoir un pointeur ici, probablement sur le côté. Cette petite lunette, merci. Donc, la moelle des os, c'est l'endroit où vont naître les cellules de notre système immunitaire, donc les globules blancs. Les globules blancs vont sortir, vont aller dans le sang, mais certains globules blancs, un peu plus privilégiés, vont pouvoir emprunter une autoroute qu'on appelle des vaisseaux lymphatiques pour se promener partout dans le corps. Donc, une fois que les globules blancs sont sortis, ils vont se promener partout dans le corps et vont parfois se reposer dans certains, on pourrait dire, aires de service qu'on appelle les ganglions. Hein, les ganglions, c'est un peu les petites bosses qu'on sent dans le cou, dans les ailes, parfois sous les aisselles. Donc, lorsqu'on fait une infection et qu'on sent les petites bosses, ça veut dire qu'il y a de l'action qui se passe dans nos ganglions. Donc, les cellules, les globules blancs vont se répliquer, vont se reproduire, et c'est la raison pour laquelle que nos ganglions vont augmenter de volume. Vous savez, les amygdales, sont également un type de ganglion. Quel est le plus gros ganglion du corps? Eh bien, c'est la rate. Donc, la rate constitue un ganglion, donc une composante essentielle de notre système immunitaire. Certains globules blancs, une fois qu'ils vont être sortis de la moelle des os, vont se rendre jusque dans le thymus. Le thymus, c'est une glande où certains lymphocytes, donc ça c'est un type de globule blanc, vont recevoir une éducation particulière, vont donc acquérir des spécificités et des rôles différents. Je vais parler du thymus un petit peu plus tard. Alors, si on veut catégoriser le système immunitaire de façon assez simple, on pourrait le diviser en 4 catégories. Et on va aborder chacune de ces catégories brièvement. Alors, le système immunitaire est fait de phagocytes, de compléments, de lymphocytes B et de lymphocytes T. Les phagocytes et les lymphocytes sont des types de cellules, ce sont des globules blancs, tandis que le complément, ce sont des protéines. Abordons maintenant la question des phagocytes. Alors, phagocytes, hein, c'est un terme à coucher dehors, phagocyte, hein, ça fait presque peur. D'où vient le terme phagocyte? Bien, ça vient du grec phagos, qui veut dire manger, digérer, et cytos, qui veut dire cellule. Alors, les phagocytes, on pourrait les imaginer un peu comme les Pac-Man de notre système immunitaire. Qui ne connaît pas Pac-Man ici? Merlin ne connaît pas Pac-Man. Vous êtes né dans les années 90, hein? Voilà, c'est la raison pourquoi. Mais les gens les plus vieux, les gens de ma génération ici, connaissent bien sûr Pac-Man. Alors, Pac-Man, c'est un ancien jeu où est-ce que, justement, le fameux petit Pac-Man jaune allait manger les fantômes. C'est exactement ce qui se passe avec les phagocytes. On a différents types de phagocytes. On a les monocytes, qu'on appelle également les macrophages, et vous avez les neutrophiles. Donc, ce sont les Pac-Man de notre système immunitaire. Ce sont des cellules qui sont capables d'aller dévorer et détruire certains pathogènes. Lorsque on fait une prise de sang et qu'on veut regarder votre sang au microscope, on est capable d'identifier à l'œil ces cellules. Donc, ici, ce que vous voyez, ce sont des globules rouges. Par contre, ce que vous voyez juste ici, suivez bien la flèche. Alors, ce qu'on a ici, ce sont les neutrophiles et vous avez également ici des macrophages, donc des monocytes. Lorsque on a des problèmes avec nos phagocytes, que ce soit les macrophages ou les neutrophiles, ça peut donner une myriade de problèmes du système immunitaire dont certains noms sont évoqués ici et ça va vous rappeler quelque chose. Donc, on vient de parler
la première partie de notre système immunitaire, les phagocytes. Maintenant, nous allons aborder le problème du complément. Si ça ne vous dit rien, c'est probablement normal, parce que non seulement les déficits immunitaires en général, c'est rare, mais les problèmes du complément, savez-vous, quand on a un déficit en complément, ça représente 1 à 2 de tous les problèmes du système immunitaire. Sachant donc que les problèmes du système immunitaire sont rares, vous comprenez que ça touche peu de patients. Mais ce n'est pas parce qu'une chose est rare que c'est impossible de l'avoir. Donc, le complément, qu'est-ce que c'est? Comme le nom l'indique, ce sont des protéines qui sont complémentaires à notre système immunitaire. Ce sont donc des protéines qui peuvent venir détruire directement les virus, les bactéries et les autres pathogènes, mais peuvent aider aussi par la bande, de façon indirecte, les autres cellules du système immunitaire pour venir détruire l'infection. On ne parle pas juste de la protéine du complément, on parle des protéines du complément. Il y en a plusieurs qui vont porter donc un chiffre. On parle de C1. C pour complément, 1 pour, bon, pas nécessairement la première qui a été découverte, mais c'est un ordre numérique. Donc, on a le C1, le C2, le C3, et ça va comme ça jusqu'à C9. Dépendamment si c'est votre C3 qui est touché ou votre C5, les conséquences que ça donne, c'est diamétralement opposé. Par exemple, si vous avez un déficit en C3, vous allez souffrir de choc septique. Le choc septique, c'est la plus grande manifestation de l'infection. Alors, imaginez quelqu'un qui fait une infection tellement sévère qu'il a besoin d'antibiotiques par les veines, qui doit être hospitalisé à l'hôpital parce que sa pression chute, ça va vraiment pas bien, on va aux soins intensifs. Ça, c'est ce qu'on appelle un choc septique. Donc, c'est une manifestation qui, malheureusement, est particulièrement courante quand il manque de C3. Mais à l'inverse, s'il vous manque de C5, de C6, C7, C8 ou C9, ce n'est pas des chocs septiques que vous allez faire, ce sont des méningites. Donc, des infections des méninges, des infections au niveau de l'enveloppe du cerveau. Voilà. Alors, on vient de parler de ce qu'on appelle l'immunité non spécifique. Ce que j'entends par là, c'est que les phagocytes ou les compléments arrivent à aller détruire des virus ou des bactéries, mais de façon non spécifique. Donc, peu importe quel type de bactérie, quel type de virus on a à faire, les phagocytes et les compléments vont faire à peu près le même travail. Mais on a ce qu'on appelle dans notre système immunitaire du fine-tuning. Hein? Vous savez, on est des personnes complexes, des êtres évolués, et c'est donc la raison pour laquelle que notre corps a développé des lymphocytes. Les lymphocytes, ce sont les globules blancs qui viennent de la moelle, et il y en a deux types, les lymphocytes B et les lymphocytes B. Parlons maintenant des lymphocytes B. Alors, les lymphocytes B, quand on a un problème des lymphocytes B, ça a un rapport avec ce qu'on appelle l'immunité humorale. Les lymphocytes B vont produire des anticorps. Quand on parle d'immunoglobuline ou d'anticorps, ce sont des termes synonymes. Ça veut dire la même chose. Imaginez un peu les lymphocytes B comme étant les canons de notre système immunitaire et les boulets, ce sont les anticorps. Ouais, je suis d'accord que comme métaphore, je vais aller la travailler, celle-là, mais je pense que ça image bien la réalité. Donc, vous avez des canons qui se promènent dans votre corps, ce sont les lymphocytes B, et leurs boulets, ce qu'ils vont tirer, ce sont les anticorps. Les anticorps ont pour mission de venir détruire les bactéries. Vous savez, vous avez différents types d'anticorps ou d'immunoglobulines, des termes synonymes, qu'on appelle les IgG, les IgA, les IgM, les IgE. Et donc, différents types d'immunoglobulines veut dire différentes fonctions. Hein, vous savez, ils n'ont pas toutes la même importance. Entre autres, les IgA, on peut ne pas avoir d'IgA dans son sang et avoir aucun symptôme. Même pas s'en rendre compte, et c'est par une prise de sang qu'on fait une découverte fortuite. Ah ben, c'est donc, tu n'as pas d'IgA. Bon, et ça peut parfois, ça peut finir là. Donc, c'est un déficit immunitaire très fréquent. Ça touche une personne sur 500. Donc, il y a probablement des gens qui sont en train de se promener actuellement à Place Laurier ou à Place Sainte-Foy et qui manquent d'IgA. Et pourtant, ça ne leur empêche pas d'aller profiter des belles aubaines et faire leur magasin. Tous les anticorps ne sont pas nécessairement bons. Hein? Vous savez, l'IgG peut peut-être nous protéger contre les infections, de même que l'IgM, mais l'IgE, hein, à quoi ça sert l'IgE? Bien, vous savez, ça fait des allergies. Et on sait que dans l'évolution de l'être humain, avoir des allergies, ben,
ça ne sert à rien. Au contraire, c'est nuisible, c'est indésirable. Donc, différents types d'anticorps, différentes fonctions, mais sachez que les anticorps les plus importants pour votre système immunitaire sont probablement les IgG, et c'est la raison pour laquelle que lorsque nous manquons d'IgG, on est plus à risque de faire des infections, et c'est la raison pour laquelle on doit parfois recevoir des transfusions intraveineuses ou subcutanées d'IgG, qu'on appelle des immunoglobulines. Voilà. Alors, il y a différents déficits immunitaires, des noms que vous connaissez bien sûr, le déficit commun variable, la maladie de Bruton, le déficit en IgA, l'hyper-IgM sont des exemples de déficits reliés aux lymphocytes. Alors maintenant, abordons la dernière partie du système immunitaire, les lymphocytes T. Vous en souvenez tout à l'heure, les lymphocytes T, je vous l'ai dit, ce sont des lymphocytes qui quittent notre moelle des os, mais au lieu d'aller juste dans les ganglions, ils vont aller faire un stage de formation supplémentaire. À quel endroit? Dans le thymus. Donc, lymphocyte T, T c'est pour thymus. Et vous allez être peut-être surpris d'apprendre qu'on a des amateurs de thymus ici dans la salle. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment manger du thymus? Ouais? Non, mais pas du thymus humain, bien sûr. Loin de nous, cette idée de cannibalisme. Par contre, si je vous parle des riz de veau, bon, il doit y avoir des amateurs d'abat et de riz de veau. Peut-être dans la session Anjou et Dème. Bon, peu importe. Vous savez, oui, bon. Alors, pour les fins gourmets, vous savez, c'est un plat qui est très recherché. Quand on parle des riz de veau, c'est tout simplement le thymus du veau. Le thymus, c'est une glande qui, chez l'être humain, est à côté du cœur. Et vraiment, lorsque nous allons grandir, le thymus va devenir de plus en plus petit, mais va continuer de remplir ses fonctions d'éducation des lymphocytes, qui vont devenir des lymphocytes T. Différents types de lymphocytes que j'aborde en quelques mots. Vous avez trois grandes familles de lymphocytes T. Vous avez les lymphocytes cytotoxiques. Ce sont les lymphocytes tueurs. Ce sont des lymphocytes qui ont la capacité de reconnaître des cellules infectées par des virus. Donc, les lymphocytes T cytotoxiques vont venir détruire des cellules infectées par des virus. Vous avez ensuite ce qu'on appelle les aidants naturels, les lymphocytes T auxiliaires. C'est ce qu'on appelle également les CD4. Vous savez, lorsque malheureusement on souffre du VIH ou du sida, ce virus est capable d'aller détruire les CD4, ce qui veut dire les lymphocytes auxiliaires ou les aidants naturels. Et c'est vraiment la pierre d'assise de notre système immunitaire. Et donc, lorsque nous manquons des aidants naturels dans notre sang, bien les conséquences peuvent être catastrophiques, voire même cataclysmiques. Et maintenant, vous avez les lymphocytes régulateurs qui sont un peu comme les arbitres de notre système immunitaire. Donc, les lymphocytes régulateurs arrivent à tempérer les différentes fonctions, les différents intervenants de notre système immunitaire. Et donc, si nous avons un dérèglement des lymphocytes régulateurs, qu'est-ce qui peut se passer? Alors là, ça part en chire, comme on dit en très très bon français. Notre système immunitaire peut faire des maladies auto-immunes ou des problèmes inflammatoires. Donc, le système immunitaire a tendance à s'emballer du mauvais côté de la chose lorsque les T régulateurs ne fonctionnent pas. Quelques exemples de déficit cellulaire ou de déficit avec un lien avec le lymphocyte. Donc, pour résumer brièvement, le système immunitaire peut être divisé en 4 catégories. 3 types de cellules et un type de protéines. Lorsque nous souffrons d'un déficit immunitaire, certaines catégories sont plus fréquemment touchées que d'autres. Entre autres, sur l'ensemble des déficits immunitaires, on va dire que 80% des déficits sont liés au lymphocyte B. Ensuite, peut-être une dizaine de pourcents reliés au lymphocyte T. Et vous avez ensuite les phagocytes qui arrivent à 8% et le déficit en complément à 1-2%. Donc, si à main levée, on demandait ici aux gens dans la salle dans quelle catégorie vous êtes, c'est bien normal que l'entière majorité, donc au moins le 3/4 des gens, vont lever leur main lorsqu'on va aborder la question du lymphocyte. Donc, j'espère que je n'ai pas dépassé le temps qui m'était alloué. Je veux juste terminer en disant que, vous savez, les déficits immunitaires, comme on l'a mentionné tout à l'heure,
c'est complexe, c'est varié. Et j'oserais même dire que ça peut être aussi complexe que des maladies comme l'Alzheimer ou la schizophrénie. Le déficit immunitaire, on ne peut pas parler d'un terme unique. On parle des déficits immunitaires qui peuvent regrouper plus de 200 maladies différentes. Alors, vous comprenez que la prise en charge des déficits immunitaires repose sur les épaules de différents intervenants dans le domaine de la santé. Les pharmaciens, les médecins, les infirmières et aussi les associations de patients qui, comme la vôtre, permettent de diffuser l'information et de faire de la sensibilisation auprès des médecins de première ligne. Et comme vous le savez, j'ose espérer qu'une prise en charge adéquate va être disponible pour tous nos patients, que nous allons pouvoir un jour diagnostiquer tous les patients avec un déficit immunitaire et, j'ose rêver, pouvoir guérir ces maladies. Merci.